J'ai fait avec mes étudiants de troisième année en économie publique je leur fais une petite blague. J'ai lu une lettre totalement factice, évidemment, de l'université. Je leur ai dit dans les secondes qui ont suivi, comme quoi on allait mettre en place un projet totalement inutile. Il n'y a pas eu de réaction. J'ai dit quand même, ça va coûter cher, c'est dommage, on aurait pu mettre l'argent ailleurs. Il n'y a pas eu de réaction. Et j'ai dit, attendez, mais la lettre n'est pas finie. Ah, on demande aux étudiants de contribuer à chacun à hauteur de 45 €. Et là, ça a été un tollé, mais absolu. C'est-à-dire que quand vous donnez aux gens, quand vous expliquez aux gens, c'est pas juste que vous expliquez le coût, c'est que vous leur expliquez qu'ils vont payer directement le coût de la dépense en question. Ouais. Oh là, ça change des choses. Tant que c'est l'argent des autres, pas grave. Dès que c'est mon argent, ça change des incitations. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Martin. Ensemble, nous allons parler de la théorie du Great Reset ou la grande réinitialisation. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un complot fantasmé par les extrêmes sur les intentions supposées des élites mondiales ou est-ce qu'il s'agit d'un vrai projet? Et s'il s'agit d'un vrai projet, de quoi s'agit-il exactement? De quoi parle-t-on au juste? C'est ce que nous allons voir avec Emmanuel Martin qui a écrit 2 articles passionnants sur le sujet et dont vous retrouverez évidemment le lien en description. Je vous laisse donc découvrir l'épisode et je vous retrouve juste après. Emmanuel Martin, bonjour. Bonjour. Emmanuel Martin, tu es docteur en économie, enseignant à Aix-Marseille Université ainsi qu'à l'ICES et collaborateur à différents think tanks et différentes publications dont GIS Report. On indiquera les liens vers tout cela dans la description de l'épisode. Emmanuel Martin, c'est la 2e fois que je te reçois dans cette émission. Je t'avais reçu lors je dirais pas même le numéro 1, mais le numéro 0 de ce podcast. J'avais été mon projet pilote en quelque sorte. On a bien parcouru du chemin depuis, surtout que ça nous ramène à quelque chose comme été 2018, 2019 peut-être. Donc en tout cas voilà, je suis ravi de te recevoir dans une formule légèrement repensée, notamment recentrée autour d'un thème principal. Donc justement, le thème principal aujourd'hui, ça va être quelque chose qu'on appelle le Great Reset ou la grande réinitialisation. Peut-être que certains de nos lecteurs, auditeurs en ont déjà entendu parler, mais justement, toi, tu as écrit sur le sujet, tu as lu le livre correspondant, le livre dont tout est parti. Donc, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ce concept de grande réinitialisation ou de Great Reset? Oui, merci de me réinviter. D'abord, je suis très heureux de revenir. Alors, le Great Reset, oui, c'est un concept qui est venu à la mode et qui a été lancé par un intellectuel allemand du nom de Klaus Schwab, qui est en fait le fondateur du Forum économique mondial de Davos. Et il a publié un bouquin, alors il a publié pas mal de bouquins, mais le bouquin qu'il a publié sur le Great Reset date de mi-2020, un bouquin qu'il a écrit avec Thierry Malray, un Français. Mmh. Alors qu'est-ce que le Great Reset, cette grande réinitialisation ? À l'époque, donc juillet 2020 pour l'édition française, c'est évidemment la fin du premier confinement. Et l'idée des auteurs, c'était de se servir de l'opportunité en quelque sorte de la crise du Covid pour précisément réinitialiser notre planète, notre monde, vers un monde plus durable, que ce soit sur le plan social ou environnemental donc. Et ils appellent ça une voie plus verte, smarter, donc plus intelligente, plus smart et plus juste. Plus inclusive, je crois aussi. Plus inclusive, voilà. La grande idée, c'est d'éviter 3 risques que voient les 2 auteurs. Le premier risque, c'est le changement climatique. Mmh. Le deuxième risque, c'est perte de biodiversité et le risque d'effondrement des écosystèmes. Et troisièmement, évidemment, dans le contexte de la Covid, ça marche très bien. Le risque que font courir les pandémies, comme la Covid, non seulement en termes sanitaires, mais aussi en termes sociaux et économiques. On l'a bien vu, la pandémie de la Covid a quand même cassé pas mal de liens sociaux et économiques, entraîné des récessions, etc. Donc l'idée, c'est de s'attaquer à ces 3 risques. Et de s'attaquer, pour parler comme un certain président, en même temps, parce que ces risques se renforcent mutuellement, malheureusement. Ils sont systémiquement interdépendants, comme disent les auteurs.
Mais à ce stade, je vois pas bien en quoi l'idée est particulièrement originale par rapport par rapport au discours ambiant, j'ai envie de dire, qui flotte dans l'air, que ce soit dans les différentes institutions internationales ou même au niveau des gouvernements, lorsqu'il s'agit de faire des sommets internationaux, des choses comme ça. J'ai l'impression que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on nous dit le climat, la cohésion des sociétés, etc. C'est un peu une ressucée, oui. Ouais, voilà. Pourquoi est-ce que cette formule, à ton avis, a marqué? Est-ce que d'abord parce que la formule peut-être était bien trouvée, ou par le profil des personnes qui l'ont mise en avant? Le profil, oui, puisque c'est quand même le gars qui a fondé le Forum économique mondial, donc de Davos, qui est... Ouais, tu peux nous rappeler précisément de quoi il s'agit? Le Forum économique mondial, c'est une réunion qui a tous les hivers dans la station de Suisse de Davos, oui. Où on va discuter évidemment d'économie, mais aussi de climat, donc tout un tas de gens très intellectuels, de gens très riches, etc., qui vont prendre... qui viennent à pied, bien sûr, pour leur bilan carbone. Ils viennent en pédalo, évidemment, oui, donc ils viennent en jet privé expliquer à la planète que c'est pas bien d'émettre du CO2. Bon, ça c'est un peu marrant, évidemment. Enfin, c'est pas marrant finalement, c'est un peu hypocrite. Évidemment, on leur a renvoyé dans la tête. Je lisais il y a quelque temps un article justement sur Leonardo DiCaprio, qui fait partie un peu de cette jet set. Un artiste engagé, comme on dit. Cette élite internationale, un artiste engagé, notamment en matière d'environnement et sur le climat, mais qui a un petit yacht de je sais plus combien de dizaines de mètres de long, avec une piste d'hélicoptère, etc., avec lequel il sillonne la planète sans doute pour nous convaincre que bien sûr c'est pas bon le CO2. Donc, mais pour en revenir au forum économique, est-ce que c'est quelque chose d'abord qui est officiel au sens où des gouvernements y participent? Est-ce que c'est vraiment un cadre qui est institutionnel, ou est-ce que c'est quelque chose de... C'est informel. Alors informel, mais important. C'est ça, mais important, voilà. Ouais. Qui va recevoir des premiers ministres, qui va recevoir des présidents, qui va recevoir des gens comme des directeurs de banque centrale, etc. Oui. Des présidents de banque centrale, etc. Donc c'est pas rien, le Forum économique de Davos. Hein. C'est quelque chose d'important. Il y a le Forum économique de Davos publie des publications, qui peuvent être, notamment en matière de compétitivité, qui peuvent être tout à fait intéressantes. Et donc c'est pour ça que voir justement un peu ce cœur de l'élite capitaliste mondiale se pencher sur des questions de capitaliste, je ne sais pas, mais en tout cas l'élite mondiale. L'élite mondiale, l'élite de l'économie mondiale. Voilà. Est-ce qu'elle est vraiment capitaliste? Je pense qu'on en rediscutera un peu plus tard. Je laisse le terme de capitaliste ouvert, parce qu'il y a plusieurs types de capitalisme. On peut penser que c'est un peu un capitalisme de connivence, justement. Ouais. Hein. On l'a bien compris par mes petites remarques un tout petit peu critiques tout à l'heure. C'est donc un endroit qui est important. Aller à Davos, c'est pour se montrer, pour partager des idées, etc. Donc, Monsieur Schwab a quand même réussi sa petite affaire. Hein. C'est quelque chose d'important aujourd'hui. Et il se sert justement de la pandémie de la Covid pour essayer de réinitialiser, de faire en sorte que les réflexions de cette élite mondiale, élite politique et économique, se tournent un petit peu plus vers l'environnement. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas nouveau. Hein, c'est se servir de l'opportunité de la Covid pour proposer cette chose-là. C'est un petit peu dans l'idée du monde d'après, quoi. Ce qu'on nous a resservi comme discours depuis le premier confinement, c'était tiens, c'est l'occasion de passer au monde d'après qui sera plus vert, plus national. Enfin national, ils le disent pas comme ça, mais moins mondialisé, etc. Enfin, ce qui d'ailleurs pas. Bon, on viendra justement sur les contradictions de l'idée, parce qu'en fait, ils veulent mondialiser tout en démondialisant. C'est très curieux. Alors justement, penchons-nous sur la manière dont se décompose cette grande réinitialisation. Je crois qu'il y a 5 priorités qui caractérisent ce projet, en tout cas qui sont formalisées comme telles. Et la première, c'est celle d'un nouveau contrat social, qui viserait à limiter les inégalités et à limiter notamment cette inégalité générationnelle, le fait d'avoir une génération surendettée, etc. De quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qu'ils entendent par nouveau contrat social? Oui, c'est un nouveau contrat social qui favoriserait ce qu'ils appellent l'inclusion sociale. Il y a cette idée aussi que
il faut réduire la charge qui pèse sur les générations futures, que ce soit en termes de pension, de retraite, mais aussi en termes écologiques, hein, évidemment. Oui. Donc on s'attaque très clairement aux inégalités, que ce soit à l'intérieur des pays ou entre pays. Alors pourquoi ? Parce que traditionnellement, quand il y a trop d'inégalités, évidemment, ça peut donner lieu à des troubles sociaux et donc à des désordres sociaux qui peuvent créer des ruptures dans l'économie, hein, évidemment. Et justement, la crise de la Covid, quelque part, notamment dans des pays comme les États-Unis, a quand même laissé entrevoir des inégalités en matière d'accès aux soins, par exemple. On a découvert qu'en gros, il valait mieux être riche quand il arrive une catastrophe que être pauvre. J'ai l'impression que les gens se sont étonnés de ça. C'est triste, mais enfin, c'était prévisible quand même. Oui. Mais pour aller plus loin, et là je trouve le constat assez juste, c'est que les gens qui sont allés au front, entre guillemets, travailler dans les magasins alors qu'il y avait le virus qui circulait un peu partout, ce qu'on appelait les premiers de cordée, hein, c'était pas les gens les plus riches, hein, c'était les magasiniers. Clairement. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut se servir de cet argument-là pour le Great Reset ? Ça, ensuite, j'avoue que je suis un peu sceptique, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un problème d'inégalité ? Est-ce qu'ils ont raison de mettre le doigt sur ce problème d'inégalité, notamment une égalité générationnelle ? Alors oui, mais quelles sont les causes des inégalités générationnelles ? Oui, c'est là où ils s'en mêlent un peu les pinceaux, j'ai l'impression. Oui, est-ce que finalement l'intervention de l'État, notamment en matière de retraite, n'est pas, et notamment en France, n'est pas la cause principale de ces inégalités ? Est-ce que l'ensemble des réglementations qu'on subit en France, notamment, n'est pas elle aussi une cause de ces inégalités ? Alors, eux vont répondre que la mondialisation a créé des inégalités à l'intérieur des pays riches. Alors, ça, c'est le discours, évidemment, qu'on trouve chez pas mal d'auteurs, et d'auteurs qui sont pas forcément de gauche, hein. Tous les auteurs qui ont écrit au milieu des années 2010 sur le China Shock vont effectivement essayer de démontrer que les échanges entre les États-Unis et la Chine, je parle d'auteurs américains, ont créé un tout petit peu des inégalités aux États-Unis, dans le sens où la plupart des gens qui ont perdu leur travail sont des gens, du fait de la concurrence chinoise, sont des gens qui sont plutôt qui modestes, étaient moins qualifiés, qui étaient donc de toute façon qui étaient les moins à même d'encaisser le choc, enfin de se reconvertir en tout cas. Ouais. Alors ils oublient de dire que c'est aussi ces personnes-là qui ont bénéficié de produits beaucoup moins chers. Voilà, oui, il y a ça aussi. Et ça d'ailleurs on y reviendra un peu plus tard, mais mais enfin d'accord. Donc il y a des inégalités à l'intérieur des pays entre catégories sociales, des inégalités entre les différents pays, et aussi l'inégalité générationnelle qui se traduit notamment par l'endettement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur leur constat ? En quoi est-ce un problème qu'on soit endetté ? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne réalisent pas quelle en est la conséquence concrète. La conséquence concrète, effectivement, l'endettement public. Alors pas que public, il y a privé. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'endettement privé aussi. Ailleurs aussi, il y a beaucoup d'endettement des entreprises et des États, et un peu des ménages, un peu moins peut-être pour les ménages. Mais enfin. Alors aux États-Unis, les ménages beaucoup. Oui. L'endettement public vient évidemment d'un problème, notamment dans un pays, encore une fois comme la France, à maîtriser les dépenses publiques, pour toute une série de raisons historiques qui peuvent se trouver du côté du modèle social qu'on a, mais aussi du modèle assez peu démocratique finalement qu'on a, qui est fondé quand même sur un degré élevé d'illusion fiscale, qui fait que les gens ne voient pas, et notamment parce qu'on s'endette. Quand les gens ne voient pas que la dépense publique n'est pas payée directement par leurs impôts, et j'insiste un peu, leurs impôts directs, mais par des impôts qu'on paiera, que les générations futures paieront, évidemment, on ne sent pas la douleur. Puisqu'on parle d'illusion fiscale, j'en profite pour glisser les taxes que je découvre ici ou là. Alors, j'avais déjà parlé dans un précédent épisode de la taxe d'inhumation lorsque j'avais enterré ma grand-mère, paix à son âme. Mais il y a aussi des taxes sur la taxe pour les victimes du terrorisme. Ça, c'est quand on paye une assurance, habitation, un truc comme ça. À peu près 400 taxes. Voilà, mais c'est des choses, et on ne le sent pas, parce que c'est vraiment, il faut aller entrer dans le détail
contrat que personne ne lit pour voir que voilà, ça représente X euros sur le contrat. Et même chose sur les billets d'avion. L'autre fois, j'avais trouvé une taxe complètement improbable. J'ai même plus le nom en tête, mais un truc qui correspondait vraiment à rien, quoi. C'était genre une taxe sur la taxe, enfin un truc. La taxe sur la taxe, et la taxe la plus importante, c'est évidemment la TICPE, hein, la taxe qu'on paye sur l'essence, enfin sur le carburant. Et sur laquelle on paye la TVA, donc on paye une taxe sur la taxe. Et ce qui est scandaleux, c'est que d'un point de vue démocratique, c'est qu'elle n'apparaît pas sur les tickets de caisse de pompe. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'on paye quasiment 70 centimes par litre et qu'on ne le sait pas. Oui, on a perdu la valeur éducative de l'impôt, parce qu'à la limite, l'impôt en lui-même, je pense, n'est pas un problème. C'est plutôt qu'il faut qu'on nous le cache. Voilà, il faut comprendre qu'on le paye et pouvoir vérifier à quoi il sert. Alors là, on n'a plus l'impression de vraiment maîtriser, enfin de plus vraiment. Enfin, on ne ressent plus vraiment ce qu'on paye comme volume d'impôt, et on a l'impression de plus avoir vraiment prise sur la vérification de son utilisation et d'avoir une influence par le vote sur comment il va être utilisé. Tout à fait, c'est le mécanisme de l'illusion fiscale. J'ai fait avec mes étudiants de troisième année en économie publique je leur ai fait une petite blague. J'ai lu une lettre totalement factice, évidemment, de l'université, je leur ai dit dans les secondes qui ont suivi, comme quoi on allait mettre en place un projet totalement inutile. Il n'y a pas eu de réaction. Hein. J'ai dit, quand même, ça va coûter cher, c'est dommage, on aurait pu mettre l'argent ailleurs. Il n'y a pas eu de réaction. Et j'ai dit, attendez, mais la lettre n'est pas finie. Ah, on demande aux étudiants de contribuer à chacun à hauteur de 45 euros. Et là, ça a été un tollé, mais absolu. C'est-à-dire que quand vous donnez aux gens, quand vous expliquez aux gens, c'est pas juste que vous expliquez le coût, c'est que vous leur expliquez qu'ils vont payer directement le coût de la dépense en question. Ouais. Ouh là, ça change les choses. Tant que c'est l'argent des autres, pas grave. Dès que c'est mon argent, ça change les incitations. Et la démocratie, justement, c'est quand même un système qui permet, par l'impôt, alors je sais que les libéraux n'aiment pas l'impôt, mais l'impôt est quand même essentiel pour faire en sorte, et l'impôt direct, visible, qui fait mal, est essentiel pour faire en sorte de contenir, de rendre redevable le pouvoir politique. C'est essentiel. Ouais. Et justement, le pouvoir politique se libère de ça, cette espèce de contrainte démocratique, parfaitement démocratique, en faisant l'illusion fiscale, c'est-à-dire en mettant des impôts qu'on ne voit plus, des impôts indirects, indolores, qui ne font pas mal, ou en reportant les impôts dans le futur, c'est-à-dire l'endettement public. Donc c'est ça l'inégalité générationnelle, c'est que les dépenses qui ont été faites ces dernières décennies et qui sont faites actuellement vont être censément payées par la croissance future. On ne sait pas trop d'où elle viendra, mais en tout cas, ça va être très compliqué. Alors ce qui est paradoxal, ceci dit, c'est que donc les auteurs dans ce premier axe, cette première priorité concernant le Great Reset, ils nous disent il faut réduire les inégalités générationnelles, mais au lieu d'essayer de réduire l'endettement et notamment réduisant la dépense publique, ils veulent plus d'État. Tu peux nous en dire plus? Alors oui, il y a une espèce de paradoxe parce qu'ils veulent effectivement réduire l'endettement public, mais ils prônent en même temps un retour de l'État. Alors, retour de l'État. Il était parti. Il était parti. C'est la question que en France, on a un État qui, en termes qu'on juge la taille de l'État en termes de réglementation. Enfin, l'intervention de l'État en termes de réglementation ou en termes de dépenses. On peut prendre les indicateurs qu'on veut, ça donne à peu près le même résultat. Ça progresse de manière continue. C'est assez exceptionnel. Hein. Avant la Covid, c'est 57,5% de dépenses publiques du PIB par rapport au PIB. C'est un taux de pression fiscale, donc de prélèvement, qui est de l'ordre de 46,5% du PIB. Donc on est très 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 loin de l'ultralibéralisme. Hein. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que à chaque fois tu nous dis la France, en particulièrement ce domaine, on est très étatisé, très ceci, cela. Là, j'ai l'impression que ce qui me marque moi ces dernières années, c'est que les autres pays font pareil. C'est que j'ai l'impression qu'il y a plus d'adultes dans la pièce et que même l'Allemagne, les États-Unis, tous les autres dépensent sans compter et que le quoi qu'il en coûte dont on se moque de Bruno Le Maire, et ben finalement j'ai l'impression que tout le monde le fait. Donc l'argument de dire la France devrait faire comme ses voisins, j'ai l'impression que ça tient plus trop. Alors est-ce que les voisins ont raison? Je sais pas. Alors il y a quand même toujours des grosses différences. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, la tendance a été la même, quoi. Je veux dire, c'est que les autres pays Covid a fait, avec la Covid, évidemment, les États sont intervenus
Et même le libéral que je suis, franchement, n'y voit pas vraiment. Pense que tant que c'était temporaire, ça ne posait pas de problème. Justement, alors là, je dois faire bondir pas mal de gens, mais c'est pas grave. Dont moi, mais je me retiens. Ça se voit pas comme ça, mais je suis en train de bondir. Mais l'idée, c'est précisément que quand il y a un choc à la fois d'offres et de demandes, comme celui qui a été provoqué par la crise de la Covid. Enfin, ou qu'on s'est infligé aussi à nous-mêmes, oui. Qu'on s'est imposé un peu en nous-mêmes par tout un tas de. Mais bon, après c'est compliqué au niveau sanitaire, etc. Mais en tout cas, le choc était là. Quoi. Le choc a été là, dans tous les cas. C'est là que vraiment, peut-être que l'État a un rôle vraiment important à jouer. Voilà. Le problème, c'est qu'on s'est mis dans cette situation après que pendant des années, on a fait de la relance permanente, alors qu'il n'y avait pas de choc. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que depuis 74, la France fait de la relance permanente. Il n'y a pas de budget à l'équilibre depuis 75 ou ans. Comme ça. 74. 75. Je dis toujours à mes étudiants que 74 c'est le premier album d'ACDC, c'est-à-dire la préhistoire. Voilà, c'est-à-dire que album qui s'intitulait High Voltage. Bien. Et un peu de rock'n'roll, ça fait du bien au milieu de l'économie, évidemment. Toujours. Et du coup, je me suis perdu. C'est pas grave. Donc il n'y avait plus de budget à l'équilibre depuis 1974. Voilà, dès qu'on parle de musique, je me perds. Moi. Et si on avait été sérieux depuis ce temps-là, on aurait pu, sans aucun problème, absorber la crise de la Covid. On aurait abordé la crise avec de l'épargne, justement, pour faire face aux coups durs. Là, le problème, c'est que je rappelle lorsque tout va bien, Keynes, on relance, et lorsque ça va pas, on relance. Quoi. Donc, voilà, même Keynes, qui était, alors qui était pas forcément, pas du communiste non plus, mais chez Keynes, l'idée, c'est que on va faire de la relance quand ça va vraiment pas. Okay, ouais. Mais quand ça va bien, on met de l'argent de côté, en gros. Oui, bien sûr. Voilà. Or, on a pris que la partie les hommes politiques ont pris la partie qui les intéressait. Oui, ou certains exégètes de Keynes l'ont un peu fait de manière hémiplégique, on va dire. Voilà, tout à fait. Donc, retour de l'État, ça veut dire donc dépenser plus. Donc les auteurs de ce livre veulent que ça se manifeste quoi, donc par plus de dépenses publiques mais moins de dettes. Enfin, comment ils comptent faire ça exactement? Alors c'est compliqué. C'est compliqué d'ailleurs quand on lit le bouquin, c'est pas toujours très clair. Ça n'est pas toujours très clair parce que on est toujours à la limite du prescriptif et du descriptif. Ouais. Et puis les auteurs prennent des pincettes, voilà. Oui, on donne des grandes orientations, mais dès qu'on veut rentrer dans les détails, ça devient un peu. On prend des exemples, voilà. On prend des exemples qui ont marché ou soi-disant marché. Donc c'est un peu ennuyeux, c'est un peu gênant, effectivement. On pourra peut-être voir plus tard les grands outils qu'ils veulent utiliser quand on aura peut-être parce qu'il y a d'autres priorités auxquelles ces gens-là veulent s'attaquer, notamment la décarbonation de l'économie. Oui. Donc ça, c'est le deuxième axe, deuxième priorité. Deuxième priorité, hein, évidemment, pour lutter contre le réchauffement climatique qui serait lié, donc qui est lié, pardon, je ne vais pas dire serait, aux émissions de CO2. Et ces gens-là voient d'ailleurs une opportunité pour créer tout un tas de nouveaux emplois. Grâce à cette décarbonation. Alors je sais pas où, mais moi je suis un tout petit, je fais partie de ces gens un peu dubitatifs devant ces choses-là. Mais bon, là où ils ont sans doute raison, c'est que la crise de la Covid et l'urgence qui a été générée par la Covid, la récession quand même assez importante qui a été générée par la crise de la Covid, finalement nous a fait un tout petit peu oublier le climat et l'environnement. Ce qui compte aujourd'hui, c'est quand même de faire revenir la croissance, etc. Et eux disent, il faudrait pas rater le coche, justement, il faudrait se servir de cette opportunité pour aller vers une croissance verte. Et il faudrait mettre des taxes carbone beaucoup plus importantes. Il faudrait mettre en place tout un tas de stratégies basées sur des partenariats publics-privés. Alors moi j'ai noté des partenariats non motivés par le profit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils entendent par là? Moi ça m'inquiète un tout petit peu. Oui. Parce que alors moi je suis pour les partenariats
purement volontaires qui ne sont pas motivés par le profit. Il n'y a pas de problème. Bien sûr. Maintenant, quand on m'explique que des entreprises et des bureaucrates vont mettre en place des partenariats où la notion de profit n'existe pas, ça va faire référence, peut-être qu'on pourra en parler plus tard, au capitalisme de parties prenantes, stakeholder capitalism. Et peut-être c'est l'occasion de nous rappeler, en fait, quelle est la fonction du profit tel que l'ont décrit les libéraux. En fait, finalement, quel était l'intérêt d'avoir des partenariats justement motivés par le profit? Alors déjà, le profit, c'est à la fois un indicateur, un signal et une incitation. C'est comme un prix, tout bêtement. Ça indique aux entrepreneurs ce que veulent les gens. Quand vous avez des secteurs où les profits augmentent, ça veut dire que il y a une demande là derrière et il faut se lancer sur ce créneau. Quand les profits baissent, peut-être qu'il faut se retirer. Donc ça a une fonction extrêmement importante dans l'allocation des ressources, les profits. Ouais. Les gens, la plupart des gens, notamment à gauche, dès qu'on parle de profit, ils deviennent tout rouges, c'est l'horreur. Mais le profit, c'est la boussole des entrepreneurs. C'est ce qui fait, et c'est donc la boussole des marchés, c'est la boussole du développement économique, le profit. Mais ça part d'une hypothèse que toute demande est légitime et que, on va dire, la demande de marché telle qu'elle s'exprime actuellement ne contredit pas nos objectifs de long terme. C'est un peu l'hypothèse quand même de laquelle on part pour défendre cette idée-là. Et moi le premier, je crois que les auteurs justement pourraient répondre que parfois il y a des demandes qui sont exprimées aujourd'hui sur le marché, mais qui vont aller à l'encontre de motivation de long terme, et donc se baser sur le profit comme outil, enfin utiliser le profit comme indicateur principal n'est peut-être pas la meilleure chose pour le long terme. Oui, mais si on n'utilise pas le profit comme indicateur principal, on planifie. On fait de la planification. Et pourtant, eux disent qu'ils ne veulent pas, je crois, faire de planification. Et donc là, ils veulent une voie médiane, une espèce de nouvelle troisième voie, donc une autre ressucée, entre le capitalisme et la planification. C'est compliqué parce que c'est deux systèmes qui sont incompatibles. Et lorsqu'on essaie de les rendre compatibles, souvent on prend un peu le pire des deux systèmes. Eh oui, parce que c'est deux systèmes qui fonctionnent avec chacun des mécanismes de reddition des comptes, et le profit est un mécanisme fondamental de reddition des comptes de l'action des entrepreneurs. Et si maintenant on met ça de côté, compliqué. La planification, alors la reddition des comptes en termes de planification par des bureaucrates, évidemment. Oui, voilà, c'est zéro. Lol. Voilà. Mais là, justement, si on va loliser entre guillemets les mécanismes de reddition des comptes du capitalisme libéral, pour en faire une espèce de capitalisme de connivence, finalement, ça va devenir quand même très compliqué. Donc en gros, il y a plus besoin de justifier du profit aux actionnaires, mais alors comment on fait? On fait en sorte de diriger les capitaux via les mécanismes d'investissement, soi-disant responsables, etc. On essaie de diriger les capitaux vers les entreprises qu'on veut, quoi, en quelque sorte. Quand je dis on, c'est l'État, le planificateur, parce que finalement, c'est difficile de dire à une entreprise ne rendez plus de compte sur les profits, parce qu'en réalité, ce qui est en jeu, c'est leur financement. C'est leur capacité quand même à avoir des capitaux qui rentrent et qui permettent de payer les salaires, etc. Tout à fait. Mais on trouve cette tendance aussi dans ce dont on parlait tout à l'heure, le capitalisme de parties prenantes, c'est-à-dire que des managers eux-mêmes prônent ce genre de capitalisme. Oui. Ça va être compliqué. Si les profits n'existent plus. Eux, ils le prônent peut-être pour, est-ce que c'est par intérêt personnel, justement, pour pouvoir justifier de ne pas avoir atteint des objectifs, ou ou simplement par effet d'affichage, de virtue signaling, enfin, de signalement vertueux, choses comme ça. Pourquoi est-ce que... Alors, il y a des gens il y a des managers, des directeurs qui sont authentiquement impliqués en matière environnementale et sociale. Mais effectivement, on a quand même la théorie du public choice en tête. On peut soupçonner que dans un système dans lequel le manager n'est plus responsable devant les actionnaires, mais devant des parties prenantes qui sont à l'extérieur de l'entreprise, eh bien, il n'est plus responsable devant ses actionnaires. Donc, il gagne en termes de pouvoir.
il ne subit plus la contrainte des actionnaires. C'est quand même, c'est formidable. Donc il continue à dépenser, il continue à dépenser le pognon des autres. Mais la responsabilité est diluée, puisqu'il dit du moment que moi j'ai fait ce qu'il fallait pour la planète, en gros je rendais compte à la planète. Voilà, c'est ça, exactement. Le problème c'est que au bout d'un moment les actionnaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dire écoute, rendez compte à qui tu veux, si je veux plus me rendre compte à nous, mais on va aller ailleurs. Sauf si on oblige l'actionnaire, via les mécanismes d'épargne fléchés, etc. Absolument. À mettre son argent là où l'État le décide. C'est-à-dire comme par hasard dans les obligations d'État. En connivence avec ses managers, etc. Oui. Et c'est là il y a un risque d'arriver à un capitalisme de connivence. Mouse, assez costaud. Enfin, si on n'est pas déjà les deux pieds dedans, mais enfin de l'accélérer. On est déjà très fortement dedans. Oui. Mais il y a un gros risque qu'on y aille encore plus et que les signaux de profit, qui encore une fois sont absolument fondamentaux pour l'allocation des ressources, qui est la base du développement économique. Donc là, en fait, ils remettent en cause un des piliers du système capitaliste qui est peut-être parfois pas assez bien compris, pas assez bien expliqué, et qui souffre réellement de défauts quand il y a des externalités non prises en compte. Ça, je pense que personne ne conteste que ça pose des problèmes, mais disons que accepter de ne plus l'utiliser comme boussole principale, là, ça devient un problème. Et là, effectivement, je pense que c'est une réorientation fondamentale du Great Reset. Ouais. Troisième, juste une précision, c'est que ils ne veulent plus que les profits. Pour parler des auteurs de Great Reset, là, on a un tout petit peu digressé sur le capitalisme de parties prenantes, mais pour se recentrer sur les auteurs de Great Reset, ce qu'ils veulent, c'est que dans ces partenariats public-privé, justement, ça ne soit pas les profits qui dirigent les actions, mais que ça soit finalement, qui dirigent les stratégies, qui orientent les stratégies, mais que ça soit une planification, très clairement. D'accord. Mais ça, on va revenir justement dans la mise en place de ce type de plan. Pour l'instant, on décrit les axes. Ensuite, on va voir les outils qu'il va utiliser pour le mettre en place. Et justement, on posera la question de comment mesurer tout ça. Mais le troisième axe, c'est l'intensification de la 4e révolution industrielle. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent accélérer la révolution numérique? Oui, alors Schwab a écrit là-dessus, c'était un bouquin de 2016 ou 2017, j'ai oublié, sur la 4e révolution industrielle. Donc c'est l'idée que on entre dans le numérique, c'est une 4e révolution industrielle, et qu'il faut s'y adapter, et que ça permet d'augmenter la productivité, mais qu'il y a aussi là une opportunité pour l'environnement, c'est-à-dire que grâce à toutes ces technologies numériques, on va pouvoir gérer de manière beaucoup plus efficace nos pollutions, et donc les réduire, et donc protéger. C'est-à-dire, par exemple, automatiser, je sais pas, moi je pense aux systèmes de capteurs de température qui vont mieux réguler la manière dont on alloue les énergies au chauffage des pièces, les véhicules intelligents qui vont consommer moins, etc. Donc ça a du sens, il me semble. Hein. C'est très intéressant. Après, tout dépend ce qu'on met concrètement derrière. Intensifier ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met plus de capitaux publics derrière. Ça veut dire qu'on va subventionner. Voilà. Ouais, voilà, on va subventionner. Donc ça, c'est là où il y a le danger. Hein. On en reparlera sans doute, mais le danger de la subvention, dès que le système capitaliste fonctionne sur la base de subventions, on s'éloigne du capitalisme, malheureusement. 4e axe, je pense qu'on a déjà relativement parlé, puisqu'il s'agit de passer d'un capitalisme d'actionnaire à un capitalisme de partie prenante. Alors, on y reviendra peut-être un petit peu dans la deuxième partie de l'émission, mais ce que tu nous as décrit comme étant le capitalisme de partie prenante, c'est l'idée qu'on ne rend plus des comptes seulement aux actionnaires des entreprises, mais que finalement, les parties prenantes de ce système-là, ce sont tous ceux qui sont dedans, qui le vivent, qui en vivent les conséquences, donc un peu toi et moi, tout le monde, nos petits-enfants, les animaux, on sait pas trop. Les consommateurs, les travailleurs, les fournisseurs et évidemment l'environnement. Ou la ville dans laquelle l'entreprise est située, etc. Ce sont les parties prenantes. C'est-à-dire tous les gens qui peuvent être impactés, tous les gens ou les choses, donc l'environnement, qui peuvent être impactés par l'activité de l'entreprise. Donc là encore, c'est une collectivisation des enjeux, quoi. C'est-à-dire, c'est de dire finalement, oui, chaque action de chaque entreprise et de chaque consommateur a de fait un impact sur tous les autres. Hein. C'est comme si on dit, je sais pas moi, les flux touristiques dans une région ont pour effet de faire monter les prix des logements ou des restaurants ou quoi. Donc ça me concerne si moi je vais au restaurant à côté de chez moi et que j'habite ici. Donc ça veut dire que je dois avoir un droit de regard sur ce que font les touristes, les restaurateurs et tout le monde. Enfin, on peut toujours, je pense, dans un système qui par définition est interconnecté, parce que c'est de la coopération économique,
ça reste de l'interaction humaine. Donc évidemment qu'on peut tout lier à tout le reste. Je pense que c'est un peu une pente glissante dans ce sens-là, c'est que un capitalisme de partie prenante, oui, finalement, ça revient à casser le mécanisme qu'on avait réussi à mettre en place, ce mécanisme de droit de propriété qui est certes très imparfait, parfois injuste, etc., mais qui avait permis quand même de créer des incitations qui font qu'on se développait. Alors que là, j'ai l'impression que tout le monde va pouvoir regarder ce que fait tout le monde et tout le monde va pouvoir trouver une justification à mettre son nez dans les affaires des autres et à réclamer plus d'argent public ou à réclamer d'en verser moins. Ça me semble un grand fouillis, quoi, tout ça. Oui, c'est-à-dire que le système de droit de propriété dans une entreprise, donc c'est l'actionnaire qui est propriétaire de l'entreprise, le manager doit rendre des comptes à l'actionnaire. Point barre. Ouais. Dans le cadre bien défini du respect de la loi. On est bien d'accord. Je renverrai je renverrai les lecteurs à l'article de Milton Friedman sur le fait qu'il n'existe pas de corporate social responsibility. Oui. Donc je mettrai en description. Pensez toujours à aller voir les liens en description d'épisode parce que je le dis mais je les mets vraiment. Article qu'on dit complètement dépassé, etc. Je suis pas sûr. Je l'ai relu récemment. Il est pas. Friedman explique que dans cet article, il explique que si le directeur d'une entreprise doit rendre des comptes non plus juste à ses actionnaires, mais à ses salariés, aux fournisseurs, à la ville, enfin à tout le monde, à l'environnement, il n'y a plus une seule métrique. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a tout un tas de métriques différentes. C'est déjà pas facile, donc, je pense, quand on est chef d'entreprise, de savoir quoi faire et donc au moins à qui je rends des comptes, à qui, comment je choisis à qui je vais rendre des comptes et comment je choisis dans quelle mesure je vais rendre des comptes à telle ou telle partie prenante. C'est infernal. C'est-à-dire qu'on devient. Oui, ça rajoute de la complexité à un système qui est déjà complexe. C'est ce qu'ils appellent ce qu'on appelle en management les garbage cans. C'est-à-dire que on poursuit tout un tas d'objectifs qui peuvent être incompatibles les uns avec les autres. Oui, c'est un fourre-tout idéologique, opérationnel. Alors, on va demander au directeur ou le directeur va choisir de poursuivre plusieurs objectifs en même temps qui sont probablement incompatibles. Donc, c'est pas possible. Oui, c'était mon ami Mathieu Bédard, que je salue au passage, qui résumait ça en disant on veut plus de mieux. Voilà. C'est un peu ça. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que quand on poursuit simplement l'objectif d'augmentation des profits pour les actionnaires, c'est-à-dire qu'on va maximiser la valeur des actions. Oui. Hein, c'est le paradigme. On va forcément détruire l'environnement, etc. Friedman nous dit non. Oui. On agit quand même, les entreprises vont agir dans le cadre du respect de la loi. Oui, normalement, le but, c'est que... Et des droits de propriété, pas juste à l'intérieur de l'entreprise, mais du droit de propriété des autres. Oui. Et tout à l'heure, tu disais un truc sur les droits de propriété sont imparfaits, etc. C'est pas qu'ils sont imparfaits. C'est que la réglementation les a rendus imparfaits dans une certaine mesure. Pourquoi ? Ça, c'est une réflexion causienne, évidemment, de Ronald Coase. Mm-hmm. C'est que quand il y avait des pollutions, à une certaine époque, on pouvait poursuivre le pollueur devant un tribunal. Alors, évidemment, c'est pas toujours simple d'établir des causalités, etc. Bon, pour établir des responsabilités et obtenir ainsi des réparations s'il y a pollution. Mais le fait est, c'est que la réglementation est venue contourner ça. Sans doute, à mon avis, et de l'avis de Coase, si mes souvenirs sont bons aussi, du fait d'une certaine collusion entre des grandes entreprises et des hommes politiques. On a dit, tiens, on va faire de la réglementation, comme ça on s'embête plus avec le respect des droits de propriété devant les... Ce sont deux approches pour un même problème, mais qui ont chacune leurs avantages et inconvénients. Voilà. Donc les droits de propriété, c'est effectivement imparfait, mais quand l'État lui-même ne nous permet pas de défendre nos droits de propriété devant des tribunaux, parce qu'ils ont été endommagés, parce qu'ils ont été pollués, c'est quand même... c'est pas la faute des droits de propriété. Non, c'est pas la faute des droits de propriété, mais parfois ils sont difficiles à définir. Moi, on est bien d'accord. Ce qui me marque, c'est cette obsession sur la biodiversité. Moi, personnellement, je suis très, très nature, contemplatif, etc. Donc, je profite beaucoup des espaces naturels, publics, communs, etc. Mais il n'empêche que dire la biodiversité nous bénéficie, donc il faut la préserver, ça veut dire quand même qu'à un moment donné, il faut mesurer qui en bénéficie, mais pourtant sans la payer.
C'est-à-dire que moi, je ne paye pas pour entrer dans une forêt ou aller au bord d'une plage ou un truc comme ça. En revanche, le fait de ne pas la détruire, c'est un manque à gagner pour des tas d'ouvriers plus pauvres que moi et des tas de gens à l'autre bout du monde qui, certes, peut-être aiment beaucoup regarder les toucans, les alligators, etc., mais préfèrent quand même pouvoir manger le lendemain. Je pense au Sri Lanka, par exemple, où la situation commence à être tendue d'un point de vue alimentaire. Ils ont une biodiversité certainement magnifique, mais je peux comprendre que leur problème ce soit de manger là tout de suite demain. Donc comment est-ce qu'on fait sur un truc aussi long-termiste, commun et vague et indirect que bénéficier de la beauté de la nature? Comment est-ce qu'on fait pour poser des droits de propriété dessus? Ça me semble difficile quand l'expérience qu'ont la plupart des gens, c'est de regarder des documentaires à la télé. Moi compris, mon expérience de la belle forêt indonésienne, c'est de regarder des documentaires à la télé, de savoir que ça existe. Alors, il y a deux idées ici. La première idée, c'est effectivement le principe de réciprocité qu'on trouve chez Coase. Coase s'attaque à la théorie de Pigou qui nous dit, donc Pigou c'est sur l'économie publique, l'économie du bien-être. Oui. L'idée de Pigou c'est de dire le problème des pollutions, c'est quoi? C'est une externalité négative qui n'est pas, quand quelqu'un jette, quand une usine pollue la rivière, c'est une externalité négative qui n'est pas reflétée dans le système de prix. Solution, on va mettre une taxe qui nous permet de faire internaliser au pollueur son coût de pollution et qui va donc l'inciter, obligé de le prendre en compte dans son prix. Voilà, quoi, qui va inciter le pollueur à moins polluer, dépolluer ou à ne moins produire pour moins polluer. Mais le critère qu'il y a là derrière, c'est que le coût social dont parle Pigou, c'est uniquement lié à la pollution. Or, nous dit, comme tu viens de le dire tout à l'heure, nous dit Coase, mais quand on ferme une entreprise, quand on empêche des gens d'aller chasser pour se nourrir, mais c'est un coût social aussi. Ouais. C'est le principe de réciprocité. Donc il faut peut-être le prendre en compte. Donc ce que nous dit Coase, c'est que si votre critère, comme Pigou, c'est l'optimum social pour parler de manière un tout petit peu large, eh bien, il faut prendre en compte toute une série de coûts. Pas simplement les coûts de la pollution, mais aussi le coût de la dépollution, les gens qui vont être au chômage, etc. Ça, c'est un coût social. Les gens du forum de Davos n'ont pas forcément la même approche de la vie réelle, la même expérience de la vie réelle, et on peut pas leur en vouloir non plus pour ça, que les gens qui vivent au fin fond d'un pays émergent, ou tout simplement des gens de catégorie sociale un peu déclassée dans des pays occidentaux, qui ont perdu leur emploi, qui voient leur monde changer, etc. Donc c'est très difficile lorsque les coûts et bénéfices ne sont pas les mêmes pour les uns et les autres. Donc c'est facile de proclamer que toute l'humanité a intérêt à avoir une belle planète, c'est vrai, je suis le premier à le dire, mais concrètement, quand on rentre dans les détails, si ça veut dire que j'appauvris mon voisin, que moi ça m'appauvrit pas, mais que je profite quand même de la jolie planète, il est probable que mon voisin ne le tolérera pas éternellement. Tout à fait, et c'est la deuxième idée, c'est que la distribution des coûts et bénéfices n'est pas la même en fonction des gens. Donc ça, je suis pas sûr qu'il résolve le problème. En tout cas, en inventant ce terme de capitalisme de partie prenante, voilà, j'ai l'impression que ça met des mots nouveaux sur des problèmes anciens et qui ne sont pas vraiment résolus par cette idée de Great Reset. Capitalisme de partie prenante, c'est Berle-Mines, on parle des années 30. Donc c'est quelque chose qui a au moins 90 ans. D'accord. C'est un débat qui a au moins 90 ans. Moi, je l'avais pas entendu ressorti depuis assez longtemps, en tout cas. Alors, on n'utilisait pas le terme de capitalisme de partie prenante. On parlait de corporate social responsibility, oui, voilà. La responsabilité sociale la et environnementale, ESG, RSE, voilà, ESG, RSE, etc. Donc c'est un peu une ressucée là aussi. Oui, c'est ça. Voilà, on est au bout du jour des idées c'est très souvent le cas d'ailleurs, bien sûr. En sciences sociales. Ouais. Pour revenir sur la question des droits de propriété et de l'environnement, il y a deux grandes écoles. L'école coasienne, ce qu'on appelle le free market environmentalism, l'environnementalisme, l'écologie de marché, oui. Qui dit si vous voulez que les gens polluent moins, mettez des droits de propriété sur l'environnement. Mm-hmm. On a des gens comme Terry Anderson, on a des gens du PERC dans le Montana aux États-Unis qui travaillent beaucoup sur ces thématiques-là. C'est très intéressant parce que on comprend le potentiel des droits de propriété pour faire émerger des nouveaux types de contrats aussi, de contrats qui permettent de limiter
les pollutions et d'augmenter la protection de l'environnement. Si on laisse les gens négocier librement. Si on laisse les gens négocier librement, va émerger une espèce d'opportunité, de marché en fait, pour des nouveaux intermédiaires, ce qu'on peut appeler des enviropreneurs. Max Falk, les enviropreneurs, ouais, Max Falk et Jean-Pierre Chamoux ont publié un bouquin l'année dernière. Que je salue au passage très chaudement. Jean-Pierre Chamoux. Très intéressant là-dessus. C'est-à-dire que dès que vous avez une structure institutionnelle fondée sur les droits de propriété, les coûts et les bénéfices sont bien définis. Et du coup, ça donne l'opportunité à ces gens-là d'essayer de maximiser les bénéfices et limiter les coûts, et de trouver, quand vous avez deux parties avec qui sont apparemment en conflit, on va essayer de trouver un nouveau contrat. Et vous avez l'émergence d'enviropreneurs. Exemple typique, le parc de Yellowstone. Alors bon, c'est pas un exemple typique puisque le parc de Yellowstone est quand même public. Ouais. Mais on a réintroduit le loup de Yellowstone dans le parc de Yellowstone. Évidemment, les ranchers qui avaient sur les côtés du parc de Yellowstone étaient assez moyennement contents parce que les loups venaient se servir dans le frigo que constituait leur ranch. Oui. Et donc les ranchers tuaient les loups, tiraient sur les loups. Classique, on a le même problème en France dans les Alpes. Voilà, Pyrénées, Alpes, on a un peu le même problème. Et l'idée ça a été que un enviropreneur a émergé en disant tiens, on va mettre en place un fonds de compensation du loup. Mais il a pu faire ça parce que du côté des ranchers, le coût des attaques de loups était bien défini. Voilà. Oui, c'est ça, c'est l'idée de bien définir le coût. Alors moi, j'ai l'impression que souvent en matière environnementale, on brandit toujours des rapports qui sont soit fournis par des think tanks, soit par des institutions tout à fait officielles, mais qui mettent des chiffres dont on ne sait pas trop comment ils les ont calculés. Et parfois, plus on rentre dans le détail, et plus on peut douter justement de la pertinence des chiffres. Mais on va toujours nous trouver quelque chose qui nous dit que ne pas faire ci ou ne pas faire ça comme action environnementale, ça a un coût en termes de santé, en termes de bien-être, en termes de disparition de la biodiversité. Je crois qu'on a toujours des chiffres pour montrer des coûts mirobolants de telle et telle activité. Enfin, en gros, je peux prendre n'importe quelle activité économique et expliquer que ça a un coût terrible pour la société en termes d'environnement, etc. Ce qui est peut-être parfois vrai, mais enfin voilà, je trouve que ça, on voit qu'un côté de l'équation, et je trouve que, enfin, pour en revenir à ce que je voulais dire sur ton exemple, c'est que le côté parfaitement mesurable du dommage en question est extrêmement important. Or, c'est peut-être possible pour le cas du loup, c'est beaucoup plus difficile pour le cas de la biodiversité ou de la propreté de l'océan, quoi. Pas impossible, je pense, hein. Il y a des tas d'initiatives intéressantes en ce sens, et je pense que les pistes de lecture qu'on donnera à nos auditeurs, notamment autour de Max Falk et Jean-Pierre Chamoux, leur donneront quelques pistes très intéressantes là-dessus, mais enfin, c'est plus difficile. Alors, il faut pas se leurrer, il y a toute une partie de l'environnement qui est quand même difficilement propriétarisable. Oui. Et ce qui me fait d'ailleurs avancer la deuxième idée. La première idée, c'est le free market environment, l'écologie de marché. La deuxième idée, c'est les idées qu'on trouve chez Elinor Ostrom, oui, avec les ressources en commun, qui sont quand même aussi très importantes. C'est-à-dire que là, on a des droits de propriété en commun. Il y a plusieurs personnes qui vont détenir une ressource en commun. Alors, il y a tout un tas de conditions, notamment la taille. Il faut pas que ça soit trop grand, que ce soit bien délimité. Il faut qu'il y ait exclusion, évidemment, c'est un droit de propriété, même si c'est en commun. Et ça permet, ces deux solutions en tout cas, que ce soit les droits de propriété privés à l'écologie de marché ou que ce soit les droits de propriété en commun à la Ostrom, permettent de limiter la tragédie des biens communs. C'est-à-dire l'épuisement des ressources communes, parce que personne n'a d'incitation à les gérer. Hein. Mais que tout le monde gagne à les consommer. Dans le court terme. Dans le court terme. L'exemple typique, c'est qu'il y a un lac plein de poissons. Les pêcheurs, comme il y a plein de poissons, le lac est en libre accès. Hein, c'est le problème du libre accès. Le lac est en libre accès, donc les pêcheurs vont se servir tant qu'ils peuvent. Et évidemment, comme la ressource commence à devenir de plus en plus rare, les pêcheurs vont pêcher de plus en plus avant que les autres ne fassent pareil. Et comme chacun fait exactement le même calcul, on aboutit. C'est le communisme des biens, hein. On aboutit à l'épuisement de la ressource. Assèchement de la ressource. Alors que dès qu'on met des droits de propriété, c'est notamment la logique des quotas individuels transférables. Quand on met des droits de propriété sur la ressource halieutique, là, tout d'un coup,
les pêcheurs commencent à réfléchir long terme parce qu'ils ont un capital. Ouais. Alors qu'avant, ils n'avaient qu'une incitation à finalement épuiser la ressource le plus rapidement possible avant que les autres ne fassent pareil. Là, ils ont une incitation à prendre soin de la ressource sur le long terme parce qu'elle est à eux. C'est là où la propriété est vraiment hyper importante. Le concept de propriété est vraiment hyper important. C'est la propriété nous permet de nous projeter dans le futur. Comme c'est à nous, on en prend soin. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a un frein majeur à ce niveau-là, c'est que le concept même de propriété, donc de privatisation de quelque chose qui est profondément ressenti comme public, la nature, ça semble être je sais pas comment dire, un no-no, un red flag, un veto pour beaucoup de gens, de beaucoup de tendances politiques, puisque si je vois que même moi, instinctivement, ça me gêne, même si je sais que c'est une bonne solution, mais il y a un petit côté gênant, je trouve, à mettre des barrières à l'entrée du parc national, etc. Je me dis, voilà, est-ce que cette approche a des chances d'être mise en place? Alors bon, je sais pas, hein, c'est une question ouverte, mais sur tout un tas de biens environnementaux, ça ne sera pas possible. La haute mer, l'atmosphère, c'est très compliqué. Enfin, techniquement, c'est très compliqué. Mais on a ces deux solutions, encore une fois, la Ostrom ou à l'écologie de marché pour tout un tas d'autres biens. Solutions idéales, mais en tout cas, peut-être ça responsabilise, c'est bien. Ouais. Alors, autre solution, enfin autre piste, c'est de faire, alors sans faire du lavage de cerveau comme malheureusement on en voit un peu aujourd'hui, c'est de faire de l'éducation à l'environnement et pas de l'éducation théorique comme on le voit dans les écoles aujourd'hui, c'est-à-dire de mener les gamins leur faire toucher la terre et compagnie. Alors ça, c'est pas forcément qu'aux écoles de le faire, mais c'est vrai qu'on a une population de plus en plus urbaine qui est déconnectée finalement de l'environnement. Ah, mais moi je dis toujours, je vois bien que ceux qui contribuent le plus à polluer la mer, c'est pas ceux qui se baignent dedans avec un masque, qui regardent les poissons, profitent, etc. Donc, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que souvent les gens qui par soit leur comportement volontaire, soit leurs activités et leurs conséquences parfois involontaires, ceux qui polluent le plus ne sont pas forcément ceux qui en pratique apprécient le plus l'environnement. Donc évidemment que on peut toujours crier autant qu'on veut, oui l'environnement est précieux, etc. Tant que les gens n'en font pas l'expérience dans leur vie, bah ça résonnera assez peu, je pense, dans leur vécu. Donc c'est toujours difficile. Il faudrait en quelque sorte, il faudrait que l'environnement soit mieux expérimenté, mais ce qui implique aussi d'avoir plus de monde dans les forêts, sur les plages, etc. C'est ça aussi qui est difficile, je trouve. Oui, mais dans un contexte de propriété, on peut penser à une propriété en commun, des associations. C'est important parce que ça responsabilise les gens. Ils touchent du doigt de manière physique la qualité de l'environnement et donc la nécessité de protéger l'environnement parce que il est à eux. Il est à eux. Moi, j'ai été choqué, j'ai un peu voyagé dans le monde, j'ai été choqué de voir que les endroits où on respecte le moins l'environnement, où les gens jettent leurs poubelles n'importe où au bord de la route, par la fenêtre sur l'autoroute, c'est un truc hallucinant. Oh, ça, à Marseille, ça se fait aussi, mais c'est un autre problème. On trouve un peu aussi, oui, j'ai vu ça avant-hier d'ailleurs. C'est incroyable. Ce sont les pays où il y a très peu de droits de propriété. Pays très peu libres. Et au plus il y a des droits de propriété, au plus les gens ont cette conscience environnementale. Parce que c'est à eux. Il y a peut-être un lien aussi avec la démocratie. Quand on est dans un pays démocratique, on a l'impression que le pays nous appartient quelque part, tu vois. Ouais. Alors que quand on est dans une dictature, ce qui a été le cas des plusieurs exemples qui me viennent en tête, notamment la Tunisie au début des années 2000, j'ai été choqué par tout un tas peu importe, d'exemples. Quand on est dans une dictature, on n'a pas l'impression que le pays nous appartient et que finalement, pas grave. Ouais. Puis peut-être on se projette moins dans le futur aussi. Tout à fait spéculatif, mais c'est juste une impression que j'ai eue, hein, c'est pas une théorie. Et voilà. D'accord. Passons juste au 5e axe. Donc on a bien traité le 4e, puis on a profité pour traiter de la question de l'environnement. Donc c'était un détour que j'espère intéressant. 5e, les auteurs parlent d'une coopération mondiale renforcée. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, en fait? Ils veulent pas de gouvernement mondial, mais ils veulent une coopération mondiale renforcée à l'heure où ils sentent une sorte de montée des nationalismes et un repli sur soi. Donc, qu'est-ce qu'ils entendent par là et qu'est-ce qu'ils en attendent comme conséquences positives? Oui, alors, il repart d'ailleurs de l'expérience qu'on a connue au tout début de la Covid où il y avait quand même un certain égoïsme national pour les masques, pour le gel, pour les vaccins ensuite. Ouais. Bon.
avec une espèce de nationalisme, il faut bien parler de ça. Et compte tenu de cette montée de sentiments nationalistes et anti-mondialistes, ouais. Les auteurs nous expliquent que ça pourrait aboutir vers une démondialisation, ce qui serait un risque pour la croissance mondiale. Et ils veulent surtout pas ça. Hein. Donc, alors c'est assez paradoxal parce qu'ils parlent beaucoup de localisme, de relocalisation, etc. Mais en même temps, ils ne veulent pas la fin de la mondialisation. Ils veulent une nouvelle forme de mondialisation qui va être plus équitable. On voudrait que chacun soit prospère, coopère, mais sans échanger quand même. Plus durable. On sait pas trop. Non, ils veulent toujours des échanges, mais il faut que ça rentre dans le cadre du capitalisme de partie prenante, hein, et de la durabilité de la croissance. Et comment on fait cela? Alors certains diraient, on a des institutions multilatérales, OMC, etc., qui permettent quand même d'aller dans ce sens. Mais le problème, nous disent les auteurs, c'est que ces dernières années, notamment depuis l'échec du cycle de Doha, qui est quand même un échec depuis une vingtaine d'années, hein, faut le rappeler. Qui était un cycle de négociation commerciale. Un cycle de négociation commerciale de l'Organisation mondiale du commerce. Un exemple parmi d'autres, hein, du fait de l'affaiblissement du multilatéralisme et du fait de la montée des tensions, notamment entre l'Amérique et la Chine, et bon, malheureusement la Russie aujourd'hui, on risque d'aller dans un monde avec de moins en moins de coopération. Donc il faut trouver une solution, il faut trouver une autre voie pour injecter cette coopération, réinjecter cette coopération. Et quelle est la voie qu'il propose pour ça? Alors, il ne parle pas de gouvernement mondial, mais d'une nouvelle coopération internationale, avec une espèce de gouvernance internationale. Alors, qui serait décentralisée. Alors, c'est un tout petit peu nébuleux parfois. Décentralisé, mais on donne des impulsions quand même au niveau mondial. Centralisé. Donc, ils veulent ce qu'ils appellent des global shapers, c'est-à-dire des impulseurs, des influenceurs globaux. Ouais. Ils veulent donner davantage de pouvoir à la société civile mondiale. Voilà. On va essayer de trouver une alternative aux vieilles institutions de Bretton Woods et de l'OMC, etc. Et de l'ONU pour aller vers une société civile mondiale. Bon, mais société civile, alors moi j'ai envie de dire, elle s'exprime déjà par le marché, par ses actes de consommation, et notamment, ça les gens ne s'en rendent pas toujours bien compte, mais quand on arbitre entre la consommation de produits locaux, de produits importés, etc., on exprime quand même quelque chose. Et moi, j'ai peur que ce recours à la société civile se traduise par on va créer des comités représentatifs, inclusifs, représentant la diversité, machin. On va les écouter et on va traduire ça en propositions qui seront élaborées par des bureaucrates qui auront embauché des cabinets privés, etc. Tu es méchant. Je suis méchant. Oui. On va faire des commissions citoyennes. Voilà, c'est ça. C'est bien. Donc là, il y a pas, ils sont pas beaucoup plus précis en tout cas sur ce point-là. Alors il y a tout un tas de vidéos, il y a en ligne. Quand on va voir en ligne le site qu'ils ont sur le Forum économique mondial, il y a tout un tas de dossiers en fait qui sont tout à fait intéressants sur ces choses-là, notamment évidemment en matière d'environnement, et qui sont fondés sur des exemples. Pour les global shapers, pour les influenceurs mondiaux, globaux, moi ce qui me gêne, c'est quelle légitimité. Mais c'est qu'on oublie un peu le côté démocratique au passage, quoi. Voilà. Et d'autant que on parle dans le bouquin beaucoup de solutions décentralisées, de la société civile mondiale et tout ça. Mais ce changement, cette réinitialisation, elle passe quand même très fortement par une approche centralisée, top-down. Et ça, on le sent très bien quand les auteurs disent « Bon, maintenant, il nous faut des décisions rapides, il nous faut des politiques audacieuses, il faut un leadership politique qui prennent des décisions très rapides, on veut écouter tout le monde, mais agir tout de suite. Voilà. Donc là, tout d'un coup, on passe du décentralisé au très très centralisé, et on passe donc de l'espèce de gouvernance très très souple au niveau mondial à peut-être pas un gouvernement mondial, mais
quand même à une coopération très politisée, Oui, ben moi très centralisée. j'ai noté par exemple dans la mise en place un moment. Alors je renverrai d'abord les lecteurs aux articles que tu as écrits, parce que tu as écrit un article sur le Great Reset, un article sur le stakeholder capitalism, donc le capitalisme de parties prenantes. Je renverrai bien sûr nos auditeurs à ces articles-là. À un moment, tu cites l'idée de comité de surveillance pour faire respecter, je cite, la motivation d'intérêt public. Donc vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, ça, des comités de surveillance pour faire comment est-ce qu'on définit la motivation d'intérêt public? Ça me semble nébuleux tout ça. Il faut se servir des deux grandes catégories de l'analyse économique, que sont l'analyse des incitations et l'analyse de la connaissance, pour arriver à comprendre qu'il y a un risque quand même majeur de bisounours, comme on dit souvent, derrière le Great Reset. La première idée, c'est que on peut se servir de la théorie du public choice, c'est-à-dire de la théorie des incitations des décideurs collectifs, ou de tous les acteurs des décisions collectives, qui vont des hommes politiques aux bureaucrates, en passant par les lobbies, en passant par les électeurs, pour comprendre qu'il va y avoir des intérêts coalisés là derrière, évidemment. L'idée qu'il y aura pas de profit, qu'on va tous être des bisounours bien gentils, bon. Ceci dit, ça, les auteurs, je crois, en sont conscients du risque de. Enfin, il me semble que les auteurs rappellent justement qu'ils sont conscients du risque de que leur politique, si elle était mise en place, bénéficie à certaines catégories plutôt qu'à d'autres. Tout à fait. Donc ça, on peut pas dire qu'ils le balayent d'un revers de main. Non, mais disons qu'il faut quand même bien comprendre les incitations des global shapers et des nouveaux managers durables, etc. Et je pense que ça n'est pas assez fait là. Ouais. Et deuxième grande catégorie de l'analyse économique, pour s'attaquer à ces problèmes-là, pour bien comprendre, pour avoir une bonne grille de lecture, de critique, ce qui ne veut pas dire de rejet des idées du Grand Reset. Il y a des idées qui sont bonnes dedans, mais d'analyse critique en tout cas du Great Reset, c'est la théorie de la connaissance et de l'information. C'est-à-dire que qui a la connaissance de ce qu'il faut faire, qui a l'information de ce qu'il faut faire. Donc là, on l'a vu à l'instant, il faut prendre des décisions rapides. D'accord? Sur quelle base informationnelle? Ça, c'est l'économie politique autrichienne. Alors là, je vais me faire l'avocat du diable, mais ils vont dire, allez, on a des bases comme par exemple les recommandations du GIEC, composées d'experts mondiaux renommés qui produisent des rapports toute l'année, etc. Eux, ils savent déjà ce qu'il faut faire. On a les solutions, les suggestions. Ils nous ont mâché le travail autant que possible. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut agréger la connaissance, c'est une réunion de scientifiques qui sont payés à faire que ça. Et qui sont pas rémunérés par le privé pour avoir des intérêts partisans, etc. En théorie. Après, on peut en discuter. Mais... ensuite, sur leur site, il y a tout un tas de dossiers, comme je disais tout à l'heure, sur des exemples dans tel ou tout autour de la planète, sur des solutions qui ont fonctionné. Donc, il y a une base de connaissances, c'est certain. Mais dans quelle mesure cela est-il applicable dans tel et tel? Mais la question, on a l'impression qu'on a déjà presque trop de connaissances plutôt que trop peu. Donc, en quoi est-ce qu'il demeure un problème de connaissances au sens de Hayek? Local, la connaissance décentralisée. C'est-à-dire quels sont les besoins au niveau local. Est-ce que c'est le problème classique qu'on a en économie du développement? Comment des gars qui viennent de Washington ou de Bruxelles ont-ils la connaissance sur les besoins de développement d'un village au Bénin? C'est quand même on retombe sur le problème de plus on est loin du terrain et moins on est au fait des conséquences inattendues de telle politique. Absolument. ou du besoin de telle autre politique mais qu'on n'a pas. Enfin bon, des problèmes de complémentarité entre telle et telle institution aussi, c'est ce qui est le problème classique du transplant institutionnel. Oui, c'est ça. En fait, l'idée que... On avait parlé de ça il y a 2 ans ou 3 ans. Ouais. Peut-être. De toute façon, je renverrai quand même les auditeurs à cet épisode qui était peut-être pas parfait, mais qui contenait des morceaux de choses intéressantes dedans, je pense. Il n'y a rien de parfait sur cette planète. C'est très bien. Mais en tout cas, donc voilà l'idée selon laquelle il n'y a pas un schéma de développement sous prétexte on a réussi certaines choses dans des pays occidentaux. Est-ce qu'on pourrait transférer nos institutions sur d'autres pays? Est-ce que ça fonctionnerait? Bon, bah là encore, ce côté, allez, je mets beaucoup de guillemets pour dire mondialiste. En tout cas, de gens qui ont une vision de gouvernance du monde, même s'ils veulent la repeindre de manière décentralisée, ça ignore quand même le fait qu'il y a des différences culturelles qu'on peut pas négliger, quoi. Institutionnelles, évidemment, oui, tout à fait. Ouais. Enfin, les unes découlant des autres.
Donc, cette notion de Great Reset, moi, m'a inspiré un certain nombre de questions que je vais te soumettre et on va essayer d'y répondre brièvement. D'abord, alors par exemple, est-ce que cette théorie du Great Reset, est-ce que c'est un complot? Après tout, il y a ce côté mondialiste. Alors non, parce que d'abord les auteurs ont écrit leur bouquin. Il y a tout un site avec tout un tas de dossiers, etc. Donc rien n'est caché. Oui. Peut-être qu'il y a d'autres objectifs, ça on n'en sait rien. Puis ils revendiquent le terme de Great Reset. Hein. Oui, non, il y a pas. Donc c'est pas une étiquette qu'on leur a collée pour faire peur. Quoi. Non, c'est eux qui ont écrit ça. Y a pas c'est assez transparent. Hein. Ouais. Alors c'est parfois confus et comme je le disais tout à l'heure, la limite entre ce qui est normatif et descriptif est toujours un peu prescriptif. Tu veux dire. Pardon, oui, normatif, descriptif, pardon. Toujours un peu fine. Oui. Mais alors après, est-ce qu'on peut se servir de cette théorie pour faire du complot? Là, je dois dire que je veux pas trop Il y a certaines personnes qui peuvent voir ça dans la complosphère. Bon. Allez, si on est plus réaliste, est-ce que c'est pas quelque chose, une idée en quelque sorte qui peut être reprise par des politiques notamment, et je crois que ça a déjà été le cas, des gouvernements qui sont déjà emparés plus ou moins du concept et s'en revendiquent. Est-ce que c'est pas le genre de chose justement qui peut être récupéré pour ensuite lui faire dire ou lui faire faire beaucoup plus que ce que ses promoteurs initiaux envisageaient? Alors oui, puisque le problème c'est que comme tout n'est pas clair, il y a des pistes. Est-ce qu'on va aller vers un gouvernement mondial justement ou plutôt de la gouvernance mondiale? Finalement, on n'en sait rien. Moi, je pense aussi à la question du financement de tout ça, parce que bien sûr, le contexte est très intéressant. Je trouve que 2020, avec le Covid, maintenant 2022, la guerre en Ukraine, tout ça nous a projeté plus vite que prévu, je pense, vers des questions de surendettement public et privé et donc de faillite et notamment de crise monétaire qui s'annonce là pour assez vite, je pense. Donc ça va poser la question du financement. En gros, est-ce que le jour où il faut rembourser les dettes des États incapables de les rembourser, est-ce que ce sera pas une bonne excuse, le Great Reset, l'inclusivité, l'économie verte, etc., pour aller dire aux gens, on saisit l'épargne, ou on remplace la monnaie par une monnaie largement dévaluée, on saisit l'or dans les coffres des banques, je ne sais quoi d'autre. Est-ce que ça va pas être un outil assez pratique pour sortir en gros tous les surendettés de leur surendettement, alors que ce surendettement n'est pas principalement lié au Covid ou à la guerre en Ukraine. Ça n'a fait qu'accélérer la voie sur laquelle on était engagé depuis déjà bien longtemps. Alors moi, ce que je redoute, c'est que la théorie du Great Reset se rejoigne très rapidement la nouvelle théorie monétaire. Et j'ai écrit un petit article dessus, peut-être un lien, qui consiste à dire que finalement l'État n'a qu'à imprimer. Je suis très très rapide là, mais si l'État veut financer ses dépenses, il n'a qu'à imprimer de l'argent et puis voilà, de la monnaie. Et puis voilà. Et il y a une convergence d'intérêts, quoi, en quelque sorte. J'ai peur que ça se rejoigne et qu'on arrive à une espèce de technocratie, en fait, avec une élite, une technocratie qui serait évidemment sur lequel il y aura un décorum de démocratie, de société civile globale, un joli bisounours, mais qui en réalité serait gérée par une élite à la fois technocratique et économique mondialisée. Et là, je suis en train de faire du complotisme. Peut-être, non? Je ne sais pas. En tout cas, moi, la première approche que j'avais eue de ce concept-là, c'était par des vignettes de vidéos YouTube que j'avais pas forcément regardées d'ailleurs, mais qui parlaient de ce concept de Great Reset et qui le résumaient, comme souvent dans le cas des vignettes de vidéos YouTube, il faut le résumer en une formule, et c'était You will own nothing and you will be happy. Donc vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Bon, moi je me suis dit c'est une théorie totalement anticapitaliste où on va nous dire que c'est les habits neufs du communisme, mais pour nous dire on repart à zéro, on redistribue la propriété, on n'aura plus de propriété privée, mais on aura quand même accès à tous les communs, etc. Donc on sera heureux. Je me demandais bien ce que c'était. Est-ce que cette idée de ne rien posséder, d'être heureux, c'est quelque chose qui apparaît de près ou de loin dans le livre ou dans les différentes déclinaisons du projet? Alors, un des co-auteurs a un bouquin sur le fait que c'est très bien de marcher, ça fait du bien de marcher. Et je l'avais invité, big news.
Moi, je l'avais invité j'avais pas invité, j'avais par une agence, j'avais contacté une agence pour savoir combien ça coûterait de la voir, et on parlait de quelque chose comme plus de 2000 € pour 20 minutes, un truc dans ce goût-là. Je dois pas être très loin de là. Bah, écoute, le fait de sauver le monde, c'est un vrai service, faut le rémunérer, quoi. Sauver le monde. C'était bon. En même temps, c'est des gens célèbres, évidemment. Bien sûr. Qui ont un coût d'opportunité. Pour prôner justement qu'il faut une croissance beaucoup plus modeste, etc. Enfin, les comportements de consommation plus modestes. J'avais trouvé ça. Qu'il faut se déplacer en vélo et marcher, etc. J'ai trouvé ça assez amusant. Mais ça répond pas directement à ma question. Est-ce que cette idée apparaît alors formellement, je veux dire? Formellement, non. D'accord. De mes souvenirs. Je dis ça pour pas qu'on fasse de complotisme, justement. Parce que moi, je te dis ce que j'ai vu. Mais voilà, j'ai aperçu ça. Il y a quelques vidéos. Je me souviens de quelques vidéos qui disaient effectivement des vidéos en anglais. Tu ne posséderas plus rien, mais tu seras heureux. Ce qui serait très compliqué pour la croissance économique. Voilà. Bien sûr. Mais ça, je pense qu'on a déjà discuté pourquoi. Les auteurs défendent quand même la croissance économique, mais une croissance verte. Ouais, d'accord. Autre question. C'est aussi lié au contexte de la guerre en Ukraine et d'une démondialisation un peu forcée. Est-ce que toi, qui es connu pour être un partisan fervent de la mondialisation au sens interdépendance économique, qui débouche sur une interdépendance, enfin sur des mélanges culturels aussi, et qui font que le monde se mondialise, hein, comme l'indique le terme de mondialisation. Toi qui as toujours été partisan de ça en termes de dividendes de la paix, de prospérité économique, etc. Que penses-tu des potentielles limites qu'on a pu observer à cette interdépendance lors du déclenchement de la guerre en Ukraine? Est-ce que c'était une bonne idée de mondialiser autant qu'on l'a fait et de ne pas garder suffisamment de marge de manœuvre stratégique, par exemple en termes énergétiques? Alors la réponse, on l'aura surtout par le comportement de la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine est plus mondialisée que la Russie. La Russie, oui, elle produit énormément de gaz, de charbon, évidemment de pétrole, dont on dépend très fortement. Ouais. Mais elle est moins mondialisée en fait que la Chine. Ouais. Et on pourrait même penser que cette réflexion donc de Montesquieu, le doux commerce, quand les gens font de Smith ou de tout un tas d'autres auteurs libéraux, quand les gens échangent et commercent entre eux, ils n'ont pas intérêt à faire la guerre. Oui. Alors, je n'ai pas les chiffres de commerce entre la Russie et l'Ukraine. Je note simplement que aucun des pipelines n'a été touché. Assez bizarrement. C'est vrai, tout à fait. Je l'entends encore ce matin à la radio. Vu l'état de dévastation de l'Ukraine, c'est quand même assez formidable. Bien sûr. Alors tant mieux peut-être. Je note aussi que les ventes de gaz et de pétrole à l'Europe, pour l'instant, sont toujours. On parle le projet d'arrêter, mais bon, pour l'instant, on se prépare à le faire. On se prépare mentalement à le faire dans le futur. Ouais. Ce qui me rappelle beaucoup d'autres politiques. Voilà. Je pense que si la Russie était et l'Ukraine étaient plus imbriquées en termes de commerce international et sur tous les secteurs, notamment en matière industrielle, peut-être qu'on ne serait pas arrivé. Parce qu'à une époque, moi je sais que c'était le professeur Henri Laurence du Collège de France qui disait, alors je crois que lui-même reprenait la théorie d'un autre professeur, mais j'oublie le nom à l'instant, 2 pays qui ont un McDonald's ne se font pas la guerre. Et c'est vrai que pendant assez longtemps, ça a tenu à une ou deux exceptions près, alors le Liban et Israël, ou l'Argentine et la Grande-Bretagne au moment des Malouines. Mais là, j'ai l'impression que maintenant, ça commence à faire beaucoup d'exceptions, parce que, à ma connaissance, je crois qu'il y a des McDo en Ukraine et en Russie. Enfin, il n'y a peut-être plus de McDo en Russie. Plus de McDo, mais il y en avait, quoi. Je veux dire, ça n'a pas empêché en plus avec une bonne vieille invasion, avec des chars. Enfin, c'est pas un truc. Alors, il faut une vraie guerre, quoi. Ensuite. La Russie a à sa tête un homme qui visiblement a les idées un tout petit peu bien arrêtées et qui a surtout un bouton sur lequel il peut appuyer. Oui. Ce qui fait que la dissuasion nucléaire vient aussi quand même très fortement mitiger, enfin la dissuasion asymétrique vient quand même très fortement mitiger cette explication selon laquelle le commerce bénéficierait aux 2 pays et donc
Du coup, on oui, là, il y pas avait de risque. Trop grosse différence il y a de une taille. trop grosse différence en termes d'asymétrie et de dissuasion nucléaire, mais aussi, encore une fois, je reviens sur cet aspect-là, et ça veut dire que l'Ukraine, il est évident que l'Ukraine ne pouvait pas répondre à la Russie en allant bombarder la Russie. Donc, ça veut dire que la Russie ne prend pas de risque. Ensuite, la Russie a dit, si jamais il y a quelqu'un qui bouge, on envoie les missiles nucléaires. Donc, elle n'a pas pris de risque. Donc, la logique de Montesquieu, elle fonctionne quand il y a un risque de représailles. Là, il n'y avait pas vraiment de risque de représailles. D'accord. Ouais, non, je n'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Ouais, malheureusement. D'accord. Alors, il y a eu un risque de représailles économiques, parce qu'on a gelé les avoirs et compagnie. Ils en ont rien à cirer, hein. Attends, je vais peut-être poser la question, je vais te poser la question autrement. Si Emmanuel Martin demain était président de la République française ou Premier ministre allemand, est-ce qu'il laisserait aux forces du marché la gestion de domaines comme l'énergie? Alors, l'énergie, il y a des marchés de l'énergie, mais l'énergie, c'est quand même très fortement lié à la géopolitique. Mais en gros, si le gaz russe est moins cher, on va partir de cette hypothèse-là, le gaz russe est moins cher, plus abondant, ça marche, etc. Est-ce que tu acceptes que ton pays soit de fait dépendant du gaz russe, même si c'est une dépendance qui est recherchée, qui est volontaire, qui est assumée, quand on sait quand même que de l'autre côté, il y a un peu de théorie des jeux là-dedans, quand tu sais que de l'autre côté, l'autre aura éventuellement une utilisation politique de ses moyens économiques, alors que toi, tu te refuses à le faire. On n'est pas du tout dans le marché pur. Et ça, d'ailleurs, c'est un raisonnement que les libéraux, parfois, ont du mal à faire. C'est que pour eux, le marché domine partout. Oui. Et que l'offre et la demande, s'il manque de quelque chose, l'offre va augmenter, etc. Oui. Ça fonctionne sur beaucoup de marchés, mais en termes d'énergie, sur certains marchés, notamment l'énergie, on est dans la géopolitique, on n'est pas sur le libre marché. Oui, parce que l'énergie, ce sont des choses, ça fonctionne par concession de ressources publiques à des entreprises privées ou parfois publiques d'ailleurs, et qui en tout cas n'ont pas les mains libres, quoi. Donc de toute façon, dans la géopolitique, c'est pas la même chose. D'accord, mais ça il faut le prendre en compte, quoi. Je veux dire, on ne prend pas assez en compte parfois. Et quand on dirige un pays, il faut avoir ça en tête. Et il faut diversifier, évidemment, les approvisionnements. Alors, c'est pas facile, notamment pour le gaz, etc. Oui, c'est ce qu'essaye de faire l'Italie depuis 2 jours, là, si mes souvenirs sont bons. Oui. On est dans un autre domaine. Voilà. Donc, je pose une question qui est liée, mais à laquelle tu as en partie répondu. Est-ce que ce Great Reset, cette grande réinitialisation, n'est pas une idée peut-être louable, mais un peu bisounours, mais qui fait que si seuls les Occidentaux y adhèrent, ça veut dire qu'ils acceptent de se dépouiller, de s'affaiblir, notamment militairement, parce qu'ils vont s'affaiblir économiquement, et que, en gros, ils vont se mettre dans une position de vulnérabilité par rapport à des pays qui n'en ont rien à faire de l'écologie, des droits de l'homme, etc., et qui en revanche ont des tanks, ont des avions, éventuellement des missiles nucléaires. Oui, c'est pour ça que les auteurs prennent une coopération. C'est le 5e pilier, hein, c'est une coopération internationale. Et est-ce au stade où on en est là, à l'heure où on parle, on est en avril 2022, est-ce que c'est réaliste d'espérer encore faire revenir la Chine ou la Russie dans le concert des nations? Compliqué. Très compliqué, hein. J'ai pas vu le site récemment d'ailleurs. Tiens, il serait intéressant de voir ce qu'ils en disent. Ouais. Alors je suppose qu'il va y avoir des efforts pour refaire venir tout le monde à la table des négociations. Enfin, faire venir Poutine après ce qui s'est passé en Ukraine à la table des négociations, ça va être quand même très très compliqué. Là, ou alors on fera comme lui, c'est-à-dire on met une très 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 grande table et on le met tout au bout. Il avait peur de la Covid visiblement ou. Ouais, ou alors c'était une manière d'humilier son interlocuteur, je sais pas trop, mais il y a souvent des trucs symboliques. Il l'a fait aussi avec ses militaires, donc c'était plutôt sans doute pour la Covid à l'époque. D'accord, bon, c'est intéressant. D'accord, et peut-être une dernière question. Le système actuel, le système économique et politique actuel n'est pas devenu un peu trop complexe, et parfois inutilement complexe, pour être accepté? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de refondation sur des bases plus simples? Parce que moi, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas la politique monétaire parce que c'est affreusement complexe. Ils comprennent pas les traités de libre-échange parce que ce sont pas des traités de libre-échange et que c'est affreusement complexe. Les banquiers centraux ne comprennent pas la banque. Ça, c'est vrai aussi. La politique monétaire. Mais bien sûr. Mais tout me semble affreusement complexe. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que quels que soient les efforts pour réformer tout ça, tant qu'on sera prisonnier de
des forces d'inertie de ce système ultra judiciarisé, ultra bureaucratisé, etc. Est-ce qu'on n'est pas de toute façon condamné à être victime de soulèvements populaires d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient de droite, de gauche, des pays émergents, des pays développés, etc. Alors il y a deux idées ici. La première, c'est cette idée de complexification du monde, c'est vrai. Le monde est de plus en plus complexe, d'abord parce que l'économie est de plus en plus complexe. Et il y a des problèmes d'externalité négative, on en a parlé tout à l'heure, et qui appellent à de nouvelles réglementations qui sont de plus en plus complexes. Il y a toute une partie de ces réglementations qui n'ont pas à être complexes, en fait. On revient sur les idées de Richard Epstein. Dans un monde compliqué, il faut des règles simples. Ouais. Et je pense que ça serait ou Hayek, c'est une idée totalement hayekienne, c'est l'idée que si vous voulez un monde complexe, il faut des règles abstraites relativement simples pour pouvoir. Ce qui ne signifie pas que il ne peut pas y avoir des sous-règles beaucoup plus souples qui vont s'adapter. En tout cas, les principes directeurs, eux, sont connus, abstraits et anticipables. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est cette idée de révolte et de fait que les gens n'acceptent plus. Les gens ne savent pas, parce qu'on n'est pas réellement en démocratie. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'on est dans une dictature, mais tant qu'on aura le degré d'illusion fiscale qu'on a dans nos démocraties, et certainement en France, il y aura des rébellions, parce que les gens ne savent pas. Ils ne sont pas intégrés à la décision, comme ils ne savent pas. D'accord. Donc on retombe sur ce problème très pratique de réforme de l'État, de dépenses publiques. De réforme de la démocratie. Ou plutôt, pour revenir sur Revel, Revel nous dit à la fin de l'absolutisme inefficace, il nous dit, le problème de la France, c'est qu'elle n'a pas de démocratie, en fait. Qu'on n'est pas encore entré en démocratie. Pourquoi? Parce qu'on a un système qui est essentiellement républicain au sens pas très bon du terme, c'est-à-dire au sens de monarchie. Oui, mais même les pays anglo-saxons qu'on montrait à une époque en exemple ont l'air de suivre la même pente. Il y a plus. Ils ont aussi beaucoup d'illusions fiscales, beaucoup de complexité. Moi, j'ai l'impression que quand on regarde un peu, même les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, qui tu veux, j'ai l'impression qu'ils suivent la même pente en matière de dépenses publiques, parce que là aussi, ils ont un système qui devient de moins en moins lisible, etc. Et la réforme de la démocratie est impérative pour éviter ces soulèvements. Tant qu'on cache aux gens, tant qu'on fait croire aux gens au Papa Noël, ils en demandent plus, en fait. Ils se disent, tiens, mais c'est bizarre, Papa Noël m'a donné moins de cadeaux cette année, pourquoi? Mais non, mais c'est ça. C'est terrible. Alors que quand tu montres aux gens, tiens, tu veux cette piscine olympique dans ton village? Il n'y a pas de problème. Alors, ça va te coûter 1 000 € par foyer. Tu es toujours d'accord? Ah ben non. Par contre, si tu arrives et que tu dis, tiens, on va faire la piscine olympique, alors c'est c'est parce que le maire, évidemment, a certaines accointances qu'il a réussi à avoir une subvention du conseil de département, machin, donc on votait pour lui au passage. Mais c'est une catastrophe, c'est totalement antidémocratique. Tant que tu fais croire aux gens que c'est pas grave, il y a toujours l'argent des autres. Ouais. Ils en veulent plus de l'argent des autres. Pour l'instant, ils ont envie de le croire, j'ai l'impression, non? Ils en ont envie de l'argent des autres, c'est terrible. Est-ce qu'ils n'ont pas envie de continuer à croire au Père Noël? Il y a peut-être ça aussi, mais tant qu'on est dans ce système-là, tant qu'on est dans l'illusion fiscale, tant qu'on ne fait pas comprendre aux gens combien coûtent les choses, eh bien malheureusement, on n'aura pas une démocratie mature. On aura une démocratie d'enfants, de gens qui demandent des choses. D'accord. Bon, mais ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Emmanuel d'être revenu à notre micro. Je renvoie les auditeurs à tous les liens qu'on aura mis en description et à bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet entretien vous aura plu. Vous retrouverez évidemment en description, j'ai pas manqué de le dire, je pense pendant l'épisode, des liens assez nombreux vers des lectures complémentaires qui vous permettront d'élargir ou d'approfondir le thème abordé dans l'épisode. On ne le répétera jamais assez, pensez à vous abonner, à partager l'épisode, bref, à nous faire connaître, c'est ce qui bien sûr nous aide le plus et nous fait le plus plaisir. Je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous retrouve dès le mois prochain. À bientôt.